Bonjour à tous et bienvenue dans l'entonnoir du Bitcoin, le podcast pour approfondir vos connaissances et rester à jour avec les dernières news de Bitcoin. Ce podcast est réalisé en direct par une team de passionnés tous les dimanches à 18h. C'est le comme une radio libre où vous pouvez venir pour parler et donner vos avis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui contribuent à ce projet et toutes les personnes qui utilisent le système de podcasting 2.0 pour nous financer. Si vous voulez nous soutenir, la façon la plus simple, c'est évidemment de noter le podcast et le partager autour de vous. Merci beaucoup pour vous de faire ça. Je vous laisse tout de suite avec nos experts. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 62e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Je suis toujours avec Fanny, Lounas, Guillaume et John Unchained pour des news Bitcoin, des infos, des petites anecdotes. Aujourd'hui, on a 3 sujets. Le premier, ça va être la fermeture de la fonctionnalité Lightning ou une partie des fonctionnalités Lightning du wallet de Blue Wallet. Blue Wallet qui est un wallet que beaucoup d'entre vous utilisent. Du coup, il va falloir déplacer les fonds avant le 30 avril. On va tout vous expliquer. Deuxième sujet, ce sera sur l'activation de OP Volt, donc un BIP spécifique. Et le débat va être sur finalement comment l'activer ou pas, sachant qu'il y a une proposition pour faire un speedy trial qui est le même système qui a été utilisé pour faire passer Taproot. Le troisième sujet, ce sera sur les overpayments Lightning, tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut tout de suite commencer du coup avec Blue Wallet. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Par rapport aux ambassadeurs, si, on a fini de tous vous inscrire en tant que communauté. Donc très prochainement, la map de la France va s'allumer sur BTC Map. Et ça va être cool ça. Vas-y, Fanis. Ouais, juste, il y a aussi un sujet PSBT que je trouve intéressant d'évoquer en passant aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé, je pense, jusqu'à maintenant des PSBT. Et c'est un outil intéressant quand même. Et là, il y a un cas d'usage marrant, je trouve, avec les inscriptions. Donc, on peut en parler en passant aussi. Exactement, parfait. C'était la petite info, c'était dans le bonus en plus de l'annonce. Bon, bah, commençons tout de suite avec Blue Wallet. Donc, très simplement, Blue Wallet arrête en fait tout ce qui va être custodial. Tout simplement, ils ont, il y a quelques temps déjà retiré leur fonctionnalité d'achat directement via l'app. Et là, ils retirent leur service custodial à travers Lightning, du coup. Parce que donc, Blue Wallet permet d'avoir un portefeuille Bitcoin classique, il vous donne les mots. Donc, c'est hot, mais vous gérez votre thune. Et ils ont une option Lightning. Sauf que l'option Lightning, du coup, ou tu étais connecté à ton propre nœud, ou tu utilisais leur nœud, LND Hub, si je ne dis pas d'erreur. Et en fait, ils arrêtent cette option où on utilise leur nœud. Donc, avant, c'était custodial via Lightning chez eux. Demain, ça ne le sera plus. Alors, ils font ce move qui est, je pense, bien. Hein, je sais pas... Il y a beaucoup de gens qui ont crié en disant que c'était grave ou qu'il fallait faire attention. En effet, vous devez déplacer toute la liquidité que vous avez sur les portefeuilles Lightning de Blue Wallet avant le 30 avril. Donc, vous inquiétez pas, si c'est le wallet que vous utilisez, il suffit de télécharger un autre wallet Lightning, par exemple Phoenix. Phoenix, c'est très bien. Vous téléchargez Phoenix et vous déplacez la liquidité de vos portefeuilles Lightning Blue Wallet vers les, vers un autre portefeuille Lightning. On a plein de tutos sur comment faire si besoin. Maintenant, si vous êtes intéressé par c'est quoi la suite pour Blue Wallet, le service ne s'arrête pas et au contraire, il va pousser vers un non custodial Lightning, ou du moins le plus possible. Vous pouvez déjà le voir via leur blog qu'on vous mettra. Et sinon, en fait, si là tout de suite, vous allez littéralement sur l'application Blue Wallet et que vous cliquez sur créer un nouveau wallet, vous aurez 3 options. Vous avez Bitcoin, Lightning et Volt. Maintenant, vous allez cliquer 8 fois sur Lightning très vite. Et en fait, vous allez voir une quatrième option apparaître. Et cette quatrième option, du coup, c'est LDZ, si je dis pas de bêtises. Et ça va vous permettre de créer un C'est LDK. NDK, c'est ça. Et ça va vous permettre, du coup, d'avoir votre propre wallet Lightning non custodial, où là, vous allez pouvoir créer des canaux, ouvrir des canaux, du coup, en utilisant un autre portefeuille Bitcoin on-chain présent sur votre Blue Wallet. Donc c'est à peu près ce qu'on doit imaginer pour la suite, sachant que c'est caché simplement parce que c'est en bêta, donc soyez pas reckless. Voilà un peu toutes les news qui avaient vraiment Eh important. ben, Vas-y. tu... ouais, j'allais dire, tu m'apprends un truc parce que je pensais qu'ils arrêtaient complètement Lightning. Non, en fait, J'avais pas du, ouais, j'avais pas du tout vu passer cette info qui passait sur le LDK. LDK qui est le Lightning Development Kit. C'est une implémentation mineure et tout en reste.
Et c'est ce que j'utilise par exemple BitKit aussi pour faire leur solution custodiale. Donc, je ne savais pas qu'ils avaient commencé à implémenter ça sur Blue Wallet. Et vous savez, du coup, parce que LNDHub, c'est à la fois leur solution custodiale, mais c'est à la fois aussi un outil open source qu'on installe au-dessus Ouais, d'un vous nœud m'entendez? Lightning. Et du coup, est-ce que c'est maintenu parce qu'en fait, bah, c'est déjà, bon, je trouve que c'est plutôt un bon move. Il y en a qui ont dit que Blue Wallet a abandonné Lightning alors qu'ils abandonnent la custodiale et c'est les mêmes gens qui critiquent la custodie sur Lightning. Bah, voilà, bon, là, ils sont plutôt cohérents, ils abandonnent la custodie. Mais malgré tout, on les critique. Donc, bah, c'est plutôt une bonne chose, je pense, même si ça fait un peu peur comme ça. Mais c'est la custodie qui doit faire peur, je pense, plus qu'autre chose. Et ouais, il faudrait quand même qu'ils maintiennent, alors je ne sais pas du coup, la solution LND Hub, enfin de se connecter à son propre LND Hub, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, c'est relatif, mais il y a quand même des gens qui utilisent, qui Alors, connectent Blue Wallet à leur propre nœud. pour répondre rapidement à ta question avant que Fanny se prenne la parole, c'est complètement maintenu, hein. Donc, ouais, ils arrêtent pas l'option de se connecter via Umbrel ou toutes les autres solutions. Clairement, c'est maintenu. Comme ils disent, ils avaient commencé ça en petit projet et ça a pris énormément. Ils ont beaucoup appris. Donc, maintenant, ils font des décisions pour le bien de Bitcoin. Vas-y, Fanny. Non, ouais, je voulais juste dire quand même que, effectivement, je pense que quand on regarde un peu plus en détail, c'est assez cool. In fine, c'est positif parce que on supprime un service de custodie et ils mettent en place quelque chose qui est encore en bêta, mais qui a priori devrait permettre d'avoir du non custodial Lightning pas trop compliqué, même si ça reste toujours compliqué de faire aussi simple que du custodial. Mais le timing est bizarre quand même, je pense. Et on se souvient qu'il y avait, je sais pas, 3 semaines, un mois, ils avaient eu un problème sur leur gros nœud LND, donc LND Hub, là, dont tu parlais. Donc je me demande ils étaient pas déjà en train de travailler sur cette intégration de LDK, mais que ça n'a pas un peu précipité les choses, ce qui explique cette communication où en fait ils annoncent essentiellement qu'ils arrêtent de supporter le Lightning Custodial sans vraiment mettre en lumière leur offre non custodial qui arrive, parce qu'ils ne se sentent pas complètement sûrs enfin, pas complètement prêts de leur côté. Mais voilà, je pense que c'est de la conjecture, mais je pense que c'est pas exactement le timing qu'ils avaient anticipé de base. Mais voilà, c'est plutôt un move respectable, je pense, dans ces conditions de suspendre ça avec quand même un délai. Je crois que c'est jusqu'au début avril que ça court le temps pour withdraw ces fonds. Donc voilà, quand on compare ça à des trucs comme le LNTXBot où vraiment du jour au lendemain ça a coupé et aujourd'hui c'est pas très clair si on peut withdraw ou pas. Voilà, je pense que c'est la bonne manière de faire. Et jusqu'au 30 avril, il semble. Ouais, c'est 30 avril, hein, on confirme. Et je pense que c'est un problème de régulation, en fait. Ils ont coupé tous leurs services qui devaient être régulés. Et je pense que c'est pour ça qu'ils doivent rush, simplement parce que ils se sont fait niquer par la régulation. Probablement, enfin, c'est la spéculation. On a John qui lève la Je, main je- et après juste, Isia. je suis pas convaincu que ce soit la régulation, hein. Je pense que juste ça devenait trop gros. Il y Moi avait non trop de plus. gens qui Ouais. faisaient le Blue Wallet et c'est devenu trop compliqué de faire fournir un service custodial comme ça. Surtout sachant qu'ils utilisaient l'ND-Hub et que l'ND-Hub, c'est un peu pété, quoi. Je suis assez d'accord. En fait, ils avaient eu un problème de corruption Enfin, de leur. ça c'est pas du tout, l'ND-Hub. Je Ouais. pense qu'ils commençaient à avoir beaucoup trop d'utilisateurs pour pouvoir compter. Je pense que LND tout court, enfin, scale pas très bien. Et je crois que leur problème précédent, c'était un problème de corruption de base et qu'ils s'étaient fait force close. Enfin, où je pense qu'ils avaient dû faire une récupération de canal un peu classique. Et donc, ils s'étaient fait. Enfin, ils avaient dû fermer tous leurs canaux. Et d'ailleurs, il n'y avait pas eu beaucoup de. Je crois qu'il n'y a même pas eu de communication de Blue Hat à l'époque. Et donc, déjà, rien que l'utilisation d'LND, et peut-être en plus LND Hub, fait que préféraient abandonner un peu cette solution. Ça les a peut-être, en fait, ça a peut-être accéléré leur décision, quoi. Parce qu'à côté de ça, tu as Wallet of Satoshi, eux, ils continuent leur truc, ils opèrent chez AWS, et visiblement, la régulation les empêche pas d'opérer, quoi. Ouais, carrément. Ah, il y a Lounas qui est parti et l'autre personne qui voulait parler est repartie également. Donc, si vous voulez parler, surtout n'hésitez pas à demander la parole.
Ok, ouais, par rapport à la régulation, je pense quand même qu'il faut noter où l'entité centrale, si il y a entité, ils sont, tu vois. En Suisse, tu peux parfaitement faire gérer ton nœud et accepter tous les paiements de la France vers ton nœud Lightning et t'as pas besoin de KYC et tu t'en fous parce que tu as un cadre juridique qui le permet. Si l'entité centrale était ailleurs, ils n'auraient pas cette flexibilité. Donc, comme on sait pas où c'est, enfin, quelqu'un sait où est basé Blue Wallet? Est-ce que c'est quoi comme entité? Parce que j'ai cherché les infos, j'ai pas trouvé. Donc, curieux de savoir si vous savez qui sont vraiment les gens officiels derrière ou pas. Je crois que les devs, en tout cas, ils sont sur Twitter. En tout cas, il y en a un. Après, je sais pas trop. Mais c'est pareil, hein, Wallet of Satoshi, ils sont. Est-ce que vous savez d'où ils viennent, quoi? Non, 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 c'est bien Shady. Mais ok, bon. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, n'oubliez pas de retirer tous les SAT que vous avez sur vos portefeuilles Lightning Blue Wallet d'ici le 30 avril. C'est très important, sinon vous allez probablement perdre votre argent. Lounès? Ouais, je veux juste rajouter que si vous voulez enfin, continuer à utiliser Blue Wallet avec votre nœud, et ben, tout simplement, je ne le conseille pas parce que ils ont énoncé cette possibilité-là d'installer un ND Hub sur votre nœud et puis pouvoir continuer d'utiliser Blue Wallet. Mais vous rajouterez une complexité qui est pas nécessaire, juste utiliser Exos pour vous connecter à votre nœud et puis l'utiliser comme ça. Installez pas l'ND Hub sur votre nœud, ça servira à rien, c'est trop complexe pour pas grand-chose. Ok, et tant qu'on continue sur les mauvaises nouvelles pour vous, quand vous allez vouloir retirer votre thune de Lightning, vous ne pourrez pas faire retirer tout parce qu'il faut laisser 1% à chaque fois en liquidité. Donc, va falloir faire plein de virements. Donc, faites 99% et puis vous refaites 99%. Et à la fin, vous allez perdre les 50 sats qui restent parce que vous allez vous en avoir marre de refaire la même chose. C'est particulièrement chiant. J'ai dû le faire sur beaucoup de wallets là récemment. Voilà. Donc, bonne chance à vous tous. Sur ce, je vous propose d'entamer le deuxième sujet. Le deuxième sujet est donc un débat par rapport à l'activation de OP Volt. Alors OP Volt, on en a parlé beaucoup de fois sur l'entonnoir. Donc il y a la question maintenant, c'est si la majorité des gens sont OK pour que ça soit implémenté sur Bitcoin, comment on fait pour l'implémenter? Donc c'est un débat qui n'est pas nouveau, hein. Et là, la différence, du coup, c'est que le créateur a proposé d'utiliser un speedy trial, donc le même qui a été utilisé pour Taproot, ce qui accélérait drastiquement en fait le déploiement. Et il y a débat parce que il y a certains bitcoiners, imaginons Francis de Bitcoin, Bull Bitcoin, qui dit que c'est la porte ouverte à ce que désormais tout soit en speed trial, que ça soit de plus en plus simple de rajouter des choses sur Bitcoin, et que du coup, toute la logique, on dit tout le temps, il faut que ça avance doucement, prendre le temps, bien développer, se fait un peu court-circuiter par on va le speed trial, et si tout le monde est d'accord, ça passe. Du coup, il y a débat. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour, contre? Peut-être, je vais essayer de Lounès ou Panta très très rapidement redéfinir c'est quoi OP-Volt et OP-Volt. Euh, et après, votre avis, hein, vous, est-ce qu'on speedy trial, est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'il faut vraiment limiter ça ou pas? Je vous laisse la parole, là. On a perdu Fanny. Bon, alors, ah oui, on a perdu Fanny, effectivement. Donc, OP-Volt et OpenVolt, c'est des opcodes de type Covenant sur Bitcoin. Notamment, OP-Volt, ça fait que ça bloque les fonds derrière. Enfin, ça fait que ça conditionne le script vers lequel on pourra envoyer les fonds après la dépense. Et ça peut être utilisé de façon à imposer des time locks. En fait, une fois qu'on veut libérer les fonds, ça va forcer à attendre lorsqu'on souhaite libérer les fonds pour les récupérer après. Et puis, il y aura toujours une clause, on va dire, de recovery urgente, quoi, au cas où on se rend compte que quelqu'un est en train d'essayer de débloquer les fonds, on aura la possibilité d'opposer un script particulier pour les récupérer avant. Et donc ça c'est pour on avait fait déjà un entonnoir de Bitcoin là-dessus, donc je vais pas tout redétailler. Sur les histoires de méthodes d'activation, donc globalement
Faut savoir qu'on a, grosso modo, de standardiser, on a 3 méthodes d'activation. On a la méthode type Flag Day qui était possible uniquement au début, où en gros on disait tel jour, telle features s'active et puis basta. Évidemment, ça se fait plus aujourd'hui, ça se faisait que du temps où Satoshi développait encore sur Bitcoin, on va dire. Donc il nous en reste 2, c'est BIP9 et BIP8. Donc BIP9, c'est la manière avec laquelle SegWit a fini par être activé. Et BIP8 a été créé en réaction à ce qui s'était passé sur SegWit. Et donc notamment la grosse différence entre BIP9 et BIP8, c'est que BIP8 a introduit ce qu'on appelle le lock on timeout. Donc ça veut dire le fait que les nœuds Bitcoin peuvent décider d'imposer un moment où les règles vont être, ou de forcer le signal, en fait, de forcer de forcer les mineurs à signaler et de rendre invalides les blocs qui ne signalent pas pour l'activation. Et donc, BIP8 a été créé en réaction à ça pour permettre à ce paramètre d'exister. Et donc, la dernière chose qui nous reste là, c'est Speedy Trial. Et donc, Speedy Trial, l'idée, c'est que on va mettre, en fait, dans les premières méthodes d'activation, lorsque les mineurs signalaient, dans les 2 semaines qui suivaient, se faisait l'activation. En fait, à la période, à l'ajustement de difficulté suivant, en fait, pour être précis. Donc, le problème, c'est qu'en fait, ça voulait dire que quand les mineurs signalaient, il fallait très très vite fallait très très vite mettre à jour le logiciel. Et Speedy Trial, en gros, a été créé, s'appelle comme ça parce que c'était dans un contexte historique où en fait, on était tous sûrs de vouloir activer Taproot, mais on était tous en désaccord sur comment fallait l'activer, et notamment est-ce qu'il fallait faire du lock on timeout ou pas. Et donc il y a eu plusieurs clients qui ont tourné en même temps avec du lock on timeout et d'autres pas. Et en fait, Speedy Trial, l'idée était de dire, bah, en fait, on va pas mettre 2 semaines entre le moment où les binaires signalent et le moment où on active. On va mettre un temps qui peut être potentiellement beaucoup plus long. L'idée, c'est de dire que la période de signal, elle va commencer quelque chose comme enfin, très rapidement. Et en gros, l'activation ne pourra se faire que minimum 6 mois après le début du moment de la période de signal. Et donc ça fait que si on sait globalement, on voulait juste voir rapidement si les mineurs étaient au courant de la mise à jour, et ben, ils pouvaient signaler sans forcément mettre à jour le logiciel, et de mettre le logiciel à jour que 6 mois plus tard, ce qui leur laisse largement le temps de le faire. Et si le signal est passé dans ces 6 mois, bah, au moins ils sont sûrs qu'il faut mettre à jour dans 6 mois pour mettre à jour le logiciel parce que les nouvelles règles vont bien s'activer, ils en sont sûrs à 100%. Donc le Speedy Trial, ça a été très efficace enfin moi c'est mon opinion, ça a été très efficace d'un point de vue gouvernance de ce point de vue-là, parce que ça fait que les mineurs sont pas vus comme, enfin, ce qu'on demande aux mineurs par le signal, c'est pas de prouver qu'ils ont mis à jour le logiciel, mais de prouver qu'ils savent qu'il y a une mise à jour du logiciel qui existe. Et je pense que ça a beaucoup plus de sens. Et ben, mais on leur laisse un délai largement suffisant. Une fois qu'ils nous ont prouvé qu'ils savent que le logiciel existe, on leur laisse un très long temps avant de mettre à jour, parce que généralement, bon bah, si pour nous, les petits plebs, mettre à jour un logiciel, c'est pas forcément très long. En général, pour des opérateurs de pool de minage, ça peut être un peu plus compliqué et un peu plus risqué. Donc, laisser plus de temps, c'est une bonne idée. Et l'autre chose qui est intéressante dans Speedy Trial, c'est que les paramètres sont spécifiés le paramètre de minimum d'activation, il est spécifié en hauteur de bloc, et c'est ce qui fait que ça le rend compatible avec BIP9 et BIP8, ce qui permet de faire en sorte que bah, même si quelqu'un ne suit pas, et même s'il y a des gens qui sont avec BIP8 et d'autres qui sont avec BIP9, eh ben, peu importe, ça changera pas grand-chose. Si on est d'accord, ça se passera pas trop mal. C'est si jamais l'activation venait à pas se faire que là, on pourrait avoir des difficultés. Mais le temps qu'on se laisse permet quand même vachement d'anticiper ce qui se passe. Donc, bon, faudrait. Enfin, c'est compliqué après de refaire tout un point sur. Enfin, je sais que c'est pas facile d'absorber toutes les informations là sur les méthodes d'activation. En plus, c'est pas mal d'avoir des tableaux, je pense, pour dire qui peut faire quoi. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Speedy Trial, on laisse énormément de temps entre le moment où les mineurs signalent et le moment où les mineurs doivent absolument avoir mis à jour le logiciel. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
Après, est-ce que je pense que c'est une bonne chose de proposer un speedy trial maintenant pour OP Vault? Ça, j'en suis moins sûr parce que je trouve quand même que OP Vault est assez récent. Maintenant, c'est juste quelqu'un qui, pour l'instant, implémente un code et propose un code d'activation, mais pour l'instant, il n'est pas encore question de le mettre dans la prochaine release de Bitcoin Core. Donc c'est pas le même problème. Mais voilà, il y a peut-être juste là-dessus où je trouve que ça va peut-être un petit peu vite. Maintenant, moi, sur la méthode, je trouve que Speedy Trial est une très bonne méthode et qu'on ferait bien de la garder pour les soft forks futurs. Donc du coup, bon, si on prend le point de vue de Francis Pouillot de Bull Bitcoin, oui, effectivement, c'est la porte ouverte à ce qu'on fasse des speedy trials en permanence pour toutes les nouvelles features. Mais moi, je vois pas ça comme un problème. Je pense que speedy trial est juste une bonne méthode d'activation. Après, sur la question du coup, il faut qu'on mette. Enfin, c'est pas parce que speedy trial existe et qu'on l'utilise que ça veut dire qu'on va ajouter des features comme ça du jour au lendemain, quoi. Faut pas non plus. Il y en a, ils utilisent l'ossification pour critiquer tout changement, toute mise à jour, et après, c'est les mêmes personnes qui vont nous dire qu'il faut censurer Ordinals. Donc bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ce point de vue-là. Euh, Maintenant, voilà, dans le cas d'OPVolt, ok, je trouve que c'est peut-être un petit peu rapide de le proposer maintenant, mais bon, en même temps, je trouve que s'il y avait une méthode à choisir par défaut aujourd'hui, pour ça, j'aurais dit Speedy Trial aussi. Voilà. Bravo. Ouais. Rien à dire de plus. Bon, bah, t'es d'accord, c'est très bien. Non, je suis d'accord que le fait que qu'il y ait un dev qui propose d'utiliser une bonne méthode d'activation, je ne vois pas vraiment le sujet. Enfin, des solutions de Covenant, il y en a quand même eu plusieurs qui ont été étudiées, voire retoquées. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent juste en profiter pour tirer dans le tas et pour vendre de l'ossification. Bah voilà quoi. Enfin, on sait très bien que Taproot, ça a pris quand même pas mal de temps à maturer. Malgré tout, on a eu l'histoire des inscriptions. Bah voilà. Bah, je pense qu'il faut continuer d'avancer quoi. Oui, c'est clair. Moi, après, moi, personnellement, je trouve que Speedy Trial, c'est vraiment une très bonne méthode, quoi. Enfin, je trouve vraiment qu'elle est, enfin, elle est très mal nommée parce qu'elle donne l'impression qu'on va vite, alors qu'en fait, elle s'appelle comme ça parce que historiquement, elle était en réaction au fait qu'on allait beaucoup trop lentement pour l'activation de Taproot, parce que finalement, qu'on ait retardé Taproot de 1 an ou 2 ans ou 5 ans ou je sais pas quoi, ça aurait rien changé au problème des inscriptions. Les inscriptions, volontairement, la limite a quand même été retirée, quoi. Donc ça n'a pas été un problème, quoi. Maintenant, dire, bon, voilà, c'est pas parce qu'on a une bonne méthode d'activation que forcément on va faire des soft forks tout le temps maintenant. C'est juste, on a une bonne méthode, c'est très bien, et effectivement, c'est bien de l'utiliser. Euh, Après, bon, dans les détails techniques, cette méthode, elle est vraiment bien parce qu'elle est compatible, elle permet à tous de s'exprimer. Par exemple, dans le cas de l'activation de Taproot, moi j'ai fait tourner le client de Lugda.jr qui faisait du lock on timeout. Il y a des gens qui décidaient qu'ils ne voulaient pas faire du lock on timeout. Donc le lock on timeout, c'était un petit peu le UASF de Segwit, hein, c'est-à-dire l'activation forcée en invalidant les blocs qui ne signalaient pas. Mais justement, j'ai décidé de le faire tourner, de faire tourner une version différente de la version proposée par Core, parce que je voyais bien que le mécanisme d'activation allait pas me mettre complètement hors réseau, me faire forquer avec haute probabilité. Je le fais juste j'avais juste décidé de le faire pour envoyer le signal que moi, j'étais pas d'accord avec le fait que cette petite musique des mineurs qui décideraient de quand ça s'active. Et juste, bah, je l'ai fait en me disant, bon, bah, je le fais pendant 1 an, et si au bout d'1 an, ça s'est toujours pas activé, là, effectivement, il y a des risques que je commence à devoir, il y a des risques de fork de mon client. Et donc, à partir de là, peut-être que je vais peut-être changer de version. Mais en même temps, pendant ces 1 an, moi, j'aurais mis du poids dans la balance, un poids politique en forçant l'activation, en donnant une deadline. Et en même temps, voilà, le monde n'est pas statique. C'est pas parce que pendant 1 an, il n'y a pas eu d'activation que pendant 1 an, il n'y a pas des gens qui se sont dit, mais ça s'active pas tout de suite, les mineurs n'ont pas l'air coopératifs, il va falloir peut-être qu'on réagisse. Et que du coup, peut-être que plus de gens m'auront suivi pour faire tourner un client avec un lock-on timeout. Donc, je trouve que d'un point de vue technique et d'un point de vue social,
le speedy trial est très bien conçu. Alors que pourtant, il a été fait effectivement de manière un peu en mode vite fait pour réagir au fait qu'on mettait beaucoup de temps à activer quelque chose. Mais donc sur la méthode, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode. Donc après, bon bah voilà, OP Vault, peut-être pas pour la prochaine release de Core, peut-être pour dans 1 an, ce sera déjà bien. Et le temps de voir qu'il n'y a pas de meilleures propositions qui sont proposées, de meilleurs covenants, tout ça. Mais sinon, je pense que enfin voilà, sur le papier, il n'y a pas de problème. À mon avis, c'est à peu près sain ce qui se passe pour l'instant. Ok, super. Enfin, c'est un exposé qui donne toutes les infos. Donc, merci beaucoup pour tous les détails. Je sais pas si Fanny, Sounez, peut-être avez un avis différent. Guillaume également, je sais que tu aimes bien dire qu'il faut pas aller trop vite. En même temps, tu as donné tous les arguments là. Donc bon. Très bien, rien à rajouter. Merci pour ta mise, comme d'habitude. Ok, nickel. Bah écoutez, on va être à l'heure pour arrêter à 19h, c'est parfait. Euh, Fanny, tu veux peut-être parler du bonus, donc des signatures transactions partiellement signées pour les ordinals, enfin, pour les inscriptions. Je sais pas si quelqu'un parle, mais j'ai entendu Roxy vite fait parler, mais c'était un peu haché chez moi. Tu m'entends? Ouais, Ouais, il disait si tu veux passer sur les pièces BT. yes, ok, merci. Ouais, carrément. Yes, yes, yes. Bah, je vais partager un tweet rapidement qui permet d'illustrer le sujet. En gros, les PSBT, c'est pas forcément très nouveau. C'est quelque chose qui permet de plus facilement collaborer quand on fait une transaction, typiquement à plusieurs personnes. Où l'idée, c'est qu'on peut commencer à créer le début du squelette de la transaction, on va dire, et ensuite, on met notre signature là-dessus, puis quelqu'un d'autre peut arriver et rajouter un autre input dans cette transaction-là, et il va lui aussi signer pour la transaction, euh, etc., etc. Et ça marche parce qu'en fait, sur une transaction Bitcoin, chaque input a sa signature avec lui, et après, la signature peut, suivant ce qu'on fait, elle peut soit porter sur l'intégralité de la transaction, donc c'est le cas le plus courant, soit parfois on peut aussi la faire porter que sur un subset de la transaction plutôt que toute la transaction. Après, on peut pas non plus faire exactement ce qu'on veut, mais bref. Euh, et donc ça, c'est les PSBT qui sont vachement utilisés. Voilà, c'est vachement utile, par exemple, dans les multisignatures. Ça permet de signature avec typiquement plusieurs hardware wallets. Et on crée le PSBT sur un premier hardware wallet. On met la première signature qui va bien. On exporte la PSBT qui porte maintenant la première signature. Et donc, c'est juste un fichier, quoi, hein, et on le met sur le deuxième hardware wallet. Donc, ça peut être, par exemple, avec une carte SD, ou ça peut être en scannant des QR codes, ça peut être en NFC, en Bluetooth, en vrai, voilà. Parfois, on peut aussi passer par un ordinateur au milieu qui coordonne ça. Ça dépend vachement des modèles d'hardware wallet. Et donc, on va passer le fichier, donc la PSBT, au deuxième hardware wallet qui va ajouter sa signature, etc., etc., jusqu'à avoir suffisamment de signatures suivant le multisig utilisé pour pouvoir broadcast la transaction. C'est aussi ce qu'on utilise, par exemple, on a déjà parlé dans les pay, enfin, oui et non, dans les pay join pour, voilà, pour permettre au client d'ajouter son input, ou au destinataire, pardon, au commerçant d'ajouter son input s'il a envie. Et donc là, l'idée, c'est que, donc on a parlé des ordinaux et des inscriptions pas mal de fois déjà. Et donc, toute la question qui se posait ensuite, c'était, ben, on a des NFT, voilà, on peut trouver ça cool, mais comment est-ce qu'on les vend de manière trustless, donc sans avoir besoin de passer par une place de marché centralisée, etc. Et en fait, finalement, sur Bitcoin, on peut le faire de manière assez élégante, justement grâce au PSBT. Et l'idée, c'est que moi, si je veux vendre une inscription,
ce que je vais faire, c'est que je vais créer une transaction Bitcoin qui va dépenser cette inscription. Euh, et toc, 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 j'ai perdu le fil. Parce qu'attends, il faut qu'elle l'envoie. Oula, toc, toc, toc. Il faut rajouter un output quand même, je pense. Donc du coup, je crée une transaction qui dépense mon inscription et qui l'envoie ailleurs. Et j'ai perdu le truc, je l'avais tout à l'heure. Je sais pas si quelqu'un veut le jump in, mais je trouvais ça bien en plus. Parce que du coup, pour moi, il faut En rajouter un output quand même pour se préciser où est-ce qu'on il y envoie la a, transaction. ouais, Fanis, en fait, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que c'est pas que les PSBT qui te permettent de faire ça, c'est aussi le fait que tu utilises le flag CH single pour Ok, ouais. faire en sorte. En fait, du coup, le hash single, il fait que ta signature, elle va commit donc à ton input et uniquement à la output qui a le même index que ton input. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu dépenses l'UTXO dans lequel il y a ton inscription, il y a ton NFT, et tu te renvoies le change dans l'output que tu contrôles. Et du coup, quelqu'un peut venir compléter les UTXO, les outputs de la transaction, et il n'a pas besoin de te demander de signer, puisque toi, tu as déjà pré-signé avec un hash single pour faire en sorte d'être sûr de retrouver exactement la même somme dans ton output que tu contrôles et qu'il n'est pas modifiable, du coup, puisque là, ta signature commit à cet output. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, du Ouais, coup, ouais, maintenant. tout à fait. Bah oui, oui, merci beaucoup. C'est pour ça, effectivement, j'avais commencé mon laïus avec ce truc sur le fait qu'on peut commit sur certaines parties des transactions ou non, mais je m'étais perdu après. Ouais, merci beaucoup pour ça. Et effectivement, du coup, ça te permet de commit sur le montant que tu veux recevoir en échange du NFT. Parce que c'est ce montant-là, tu le perçois dans l'output qui te revient et sur lequel tu engages, enfin, ce que tu signes, donc que la personne qui va signer après toi ne peut plus modifier. Donc c'est vraiment ça le truc intéressant. Et donc ensuite, voilà, tu as juste à publier ce PSBT bah, voilà, sur quelque part, quoi. Donc ça peut être, là actuellement, c'est plutôt des trucs centralisés. Donc il y a un serveur central derrière qui héberge les PSBT, mais en fait, on peut imaginer plein de systèmes où voilà, c'est quand même assez agnostique au niveau de qu'est-ce qui permet de communiquer les PSBT. Et ensuite, quelqu'un bah, qui veut l'acheter, bah, on a juste à compléter la PSBT avec un input à lui qui paye le bon montant. Éventuellement, il y aura du change, du coup, donc il va devoir rajouter un output, mais il peut le faire puisque la manière dont toi tu as signé la transaction avant ne l'empêche pas. Et il va pouvoir surtout aussi ajouter un output pour récupérer le NFT sur son adresse. Et ce qui est intéressant aussi, donc c'est ça que le tweet de Denis Porto dit, c'est qu'on peut, enfin de Denis, parce que c'est pas son nom de famille Porto, c'est qu'on peut aussi faire des auctions, des enchères hollandaises avec ça, donc Dutch auction, où en gros le prix va baisser au fur et à mesure que le temps passe. Et donc ça, en fait, on peut le faire très simplement, c'est juste que ben, au début, on met le truc en vente à 10 BTC, donc ça veut dire que l'output dans la PSBT qui nous revient, il fait 10 BTC. Et puis ensuite, bah, on peut automatiquement faire en sorte que que ce soit broadcast un nouveau PSBT plus tard. Donc par broadcast, j'entends diffuser sur la marketplace qu'on utilise, hein, pas broadcast au sens de Bitcoin. Mais on peut publier une nouvelle PSBT qui cette fois-ci envoie uniquement 9 BTC vers notre adresse. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le prix maintenant de l'inscription, elle est de 9 BTC. Et donc là, jusqu'à maintenant, on n'a rien publié sur Bitcoin en termes de transactions. Tout s'est fait juste, on a juste publié sur un serveur des transactions Bitcoin partiellement signées. Euh, et c'est tout ce qu'on a fait. Et donc, il y a encore l'ancienne PSBT qui traîne. Mais finalement, le pire qui peut arriver, c'est que quelqu'un ne soit pas au courant de la nouvelle et donc il achète juste le NFT au premier prix annoncé, donc qui est plus élevé. Donc, c'est pas si grave que ça. Si vraiment c'est important de baisser le prix, ce qu'on peut faire, c'est faire une nouvelle transaction on-chain qui dépense le NFT pour l'envoyer sur une autre adresse. Et à ce moment-là, on fait une nouvelle PSBT qui dépense de cette adresse avec le nouveau prix. Mais au final, voilà, enfin, dans la majorité des cas, moi j'ai l'impression que c'est pas très grave si finalement la PSBT précédente au prix plus élevé n'est pas vraiment annulée. Et on peut se contenter de se dire que tout le monde est au courant des derniers PSBT et qu'au pire, ça fait juste que quelqu'un paye plus cher et il avait qu'à être au courant. Voilà, donc je trouve ça assez marrant ce que ça permet de faire ça veut dire qu'en gros, on peut faire des ventes assez élaborées d'inscriptions avec au final une seule transaction Bitcoin qui apparaît on-chain.
malgré le fait qu'il y ait une complexité derrière qui est réalisée en pratique en police. Voilà, et ça contraste avec des trucs sur Ethereum. Alors, on pourrait répondre que l'avantage d'Ethereum, c'est qu'il n'y a pas besoin justement des serveurs derrière. Mais ça, voilà, je pense que les contraintes qu'on a sur le type de serveur, enfin de back-end à utiliser pour s'échanger des PSBT sont relativement faibles. Et donc, on peut imaginer qu'on aura des trucs assez stylés, plus décentralisés, entre guillemets, dans le futur qui vont arriver si jamais il y a vraiment un usage. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, j'ai toujours trouvé que les PSBT, c'était sous-coté. Et je pense que là, on commence à comprendre pourquoi. Voilà. Moi, quand j'ai commencé les PSBT, quand j'ai commencé à rentrer dans le terrier du lapin de Bitcoin, euh, les PSBT, c'était encore qu'une vague, c'était une idée qui commençait à être implémentée. Il y avait globalement que CoinKit qui l'utilisait dans sa cold card et qu'ils étaient les seuls, globalement. Et ça commençait à être implémenté sur Electrum et Bitcoin Core et des choses comme ça. Et on se rend pas compte à quel point c'était galère avant, quand on n'avait pas ça. Et aujourd'hui, on a ça et c'est trop bien, c'est trop pratique. Et on voit que là, combiné avec des opcodes qui étaient. C'est vrai que Singash Single, il a toujours été difficile à utiliser, mais là, on voit que il faut pas grand-chose du coup pour que ça devienne super pratique quand on le combine avec un peu de cryptographie et qu'on combine ça avec des protocoles de communication. Et donc là, c'est vraiment super. Et donc effectivement, comme tu dis, c'est une approche qui est beaucoup plus, qui passe beaucoup mieux à l'échelle que les approches d'Ethereum où en fait la blockchain est utilisée comme une place de marché. Là, c'est beaucoup plus simple parce que c'est pas la transaction se fait bien sur le registre correctement, mais la communication pour diffuser, pour faire connaître la transaction aux gens faire connaître les ordres, se fait hors de la blockchain. C'est un petit peu dans la même logique que les oracles pour faire des discrete log contracts ou des choses de ce type-là. Enfin, l'idée que le contrat, l'ordre en fait se fasse hors de la blockchain, mais que la transaction, elle, se fasse in fine dans la blockchain, je trouve que c'est très sécurisant, ça passe beaucoup mieux à l'échelle. Et bon, bah voilà, là, c'est un début pour les NFT. Je sais pas ce qui pourrait être envisagé pour des choses un peu plus subtiles, type jetons fongibles à la RGB, etc. Je suis pas sûr que ce soit applicable. Là, c'est vraiment parce que dans le cas des ordinals, tes inscriptions, elles sont vraiment attachées à des satoshi bien particuliers, de manière bien définie, bien claire, et uniquement lisible à partir des données de la transaction. C'est pas le cas de RGB. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, je pense que sur le cas des NFT, c'est très intéressant de pouvoir très facilement comme ça mettre un système d'enchères à la hollandaise, comme tu as dit, et c'est très bien. Et oui, comme tu dis, pour annuler, c'est l'acte d'annuler l'ordre qui, par contre, lui, nécessite une transaction on-chain. Donc, effectivement, si on a pré-signé un PSBT avec ce type de choses, si, in fine, on ne veut plus que son NFT se vende à ce prix-là, eh bien, il va falloir annuler l'ordre en faisant une transaction sur la blockchain. Donc, il faut espérer que les gens soient précautionneux lorsqu'ils font ce genre de choses pour éviter de faire des transactions qui transfèrent des bitcoins à eux-mêmes juste pour annuler des ordres, mais bon, c'est déjà pas mal comme système là. Trop cool. Bah, merci, Tanta. Euh, ouais, Roxy, je sais pas si tu veux Non, dire. c'est trop cool, très belle explication. Et puis au pire, s'ils refont une transaction pour annuler parce qu'ils sont pas contents du prix, bah ça fait du trafic on-chain. Donc genre, on va pas se plaindre. S'ils s'amusent à spam la truc pour changer leurs frais, bah, tant pis pour eux, hein. Ok, très bien, c'est super clair. Non, je trouvais ça super intéressant quand j'ai lu le papier parce que ouais, ça fait vraiment, ça donne l'impression que Bitcoin, on fait des NFT clean dessus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment de la belle tech et c'est pas que tu es connecté à un serveur qui va disparaître et ton NFC, on va changer l'image, quoi. Enfin, bref. Et parlant d'inscription, tout ça, je me suis posé la question, combien est-ce que vous pensez que les gens vont payer pour inscrire quelque chose dans celui du halving? Et je pense que les prix vont être astronomiques pour inscrire quelque chose ce jour-là. Genre ridiculement haut pour le mineur gagnant. Enfin bon. Euh,
On avait un dernier sujet, je ne sais pas si vous voulez qu'on le traite, c'était sur les overpayments proposés par René Picard. Voilà, je ne sais pas si pareil. Ouais, j'ai pas eu le temps de le creuser énormément, donc ça restera sûrement un peu superficiel. Mais comme ça, on peut l'évoquer. Je crois pas que ce soit initialement vraiment proposé par René Picard, mais je sais pas si c'est Matt Corallo qui l'a proposé initialement ou si c'est même encore antérieur. Mais en gros, l'idée, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, l'un des problèmes qu'on a dans Lightning, c'est que même si le paiement, in fine, il va arriver, enfin, vous voyez que votre paiement, il passe. Et donc ça, c'est quand même le cas aujourd'hui qui se présente le plus souvent. Ce n'était pas le cas avant. Mais aujourd'hui, globalement, les paiements marchent assez bien. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que le paiement, il va certes, en apparence, marcher du premier coup, mais il va prendre 3-4 secondes avant de s'afficher comme étant réglé. Et ce qui se passe, en fait, c'est que votre wallet, il a dû essayer 3-4 routes différentes avant d'en trouver une qui marchait. Et ça, c'est bah, voilà, le gros problème que ça cause, c'est que ça ajoute de la latence. Et si on veut que Lightning puisse vraiment être un compétiteur intéressant des systèmes centralisés, des Visa, des Mastercard, etc., bah, on veut se rapprocher au plus de ce que eux ils arrivent à faire en termes de latence. Donc forcément, eux, c'est beaucoup plus facile hein, de par du caractère centralisé de la chose. Enfin, je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, voilà, c'est plus gérable à mon avis quand même. Et, et donc, l'une des propositions ici, c'est de dire qu'on va commencer par surpayer par défaut. Donc, on va envoyer le paiement, on va l'envoyer en plein de petits morceaux, mais de telle sorte qu'à la fin, en fait, si on additionne tous les petits morceaux qu'on envoie, bah, si in fine, on devait tout payer, on paierait plus que le montant qu'on veut payer pour de vrai. Et sauf qu'en fait, une fois qu'un certain nombre de morceaux ont été reçus par le destinataire, en fait, on va refaire un canal de communication. Donc là, c'est là où les onion messages, donc les messages oignons dont on a parlé quelques fois déjà, je crois, seraient utiles. Donc on refait un canal de communication qui permet au destinataire de récupérer uniquement ce qu'il doit recevoir. Et donc finalement, voilà, c'est moins efficient au niveau capital parce que du coup, l'émetteur du paiement, la personne qui envoie les sous, bah, elle est obligée de mobiliser plus de capital que ce qu'elle veut vraiment envoyer. Mais c'est temporaire et ça permet à la fin d'avoir un paiement qui passe plus rapidement. Et de toute façon, une fois que le paiement est passé, bah, on récupère les sous entre guillemets en trop quoi, qu'on avait envoyé juste pour s'assurer que ça passerait. Et là, l'apport de René Picard, c'est il a fait des simulations. Je crois aussi qu'il a testé un peu dans le monde réel pour voir quel était le montant optimal à envoyer pour un paiement d'une taille donnée pour maximiser la probabilité que le paiement passe. Parce que ça, c'était pas tranché. Donc, c'est-à-dire, en gros, on sait que si on veut envoyer, je sais pas moi, 1 million de bitcoins, on se doute bien que si on commence par essayer d'en envoyer 10, il y a plus de chances voilà, que ça marche. Mais ça se trouve, c'est peut-être pas optimal du tout d'envoyer 10 et peut-être que l'optimum, donc qui permet d'envoyer le moins possible, entre guillemets, en trop, mais d'avoir la meilleure probabilité, il est plus bas. Et donc voilà, c'était ça les apports de René Picard sur sa recherche. Donc je ne suis pas sûr que ça soit encore vraiment définitif. Mais voilà. Panta? Ouais, en fait, ça existe depuis à peu près 2019 et ça s'appelait Boomerang Payment, en fait, avant. Et donc l'idée, c'est que donc tu fais effectivement plein de petits paiements et tu en fais trop, mais tu les fais tous de la même somme en général, je crois que c'est ça le critère quand même. Euh, en fait, l'idée, c'est que tu les fais avec des genres de PTLC améliorés qui font que quand tu récupères, toi, quand tu es l'envoyeur, hein, tu vas récupérer les préimages de chacun de ces petits paiements. Et ces préimages, en fait, elles vont agir comme des shares pour du Shamir Secret Sharing, en fait. En fait, si tu récupères plus de préimages parce que la personne que tu devais payer euh, a settle trop de paiements, c'est-à-dire elle a récupéré, elle a reçu plus, enfin il y a plus de HTLC qui lui a que prévu qui est bien arrivé à elle, mais du coup elle en a settle trop à la fois. Les préimages des HTLC vont remonter les routes de paiement jusqu'à revenir à l'envoyeur, et l'envoyeur va pouvoir constater que le receveur a récupéré trop d'argent. Et à ce moment-là, ce qui va se passer,
c'est qu'il va pouvoir prendre les préimages, les combiner pour faire un Shamir Secret Sharing et récupérer une genre de clé privée qui lui permet de reclaim tous les paiements dans l'autre sens. Donc ça fait que ça annule complètement le paiement. Ça veut dire que en gros, soit le receveur il settle exactement la somme qu'on avait prévu qu'il reçoit et il délaisse, il abandonne les autres HTLC qui lui arrivent dessus parce qu'on en a envoyé trop. Soit son paiement il passe pas, soit il n'est pas payé parce que en fait lorsqu'il va en récupérer trop, il y aura comme une sorte de multisig, mais en fait c'est un Shamir Secret Sharing qui fait que il y a une autre clause du PTLC entre guillemets qui s'active et qui fait que l'argent il retourne dans l'autre sens quelque part. Voilà, donc c'est un truc. Donc le papier il s'appelle Boomerang Payment. C'est un truc que j'ai toujours aussi trouvé très très sous-coté parce qu'on discutait beaucoup de optimiser les routes, etc. Alors que cette solution-là, elle est quand même vachement. Enfin, ça facilite quand même vachement les choses plutôt que d'essayer plein de routes, de tester tout d'un seul coup et de voir ce qui passe et de faire en sorte que le receveur puisse pas en prendre plus que prévu. Donc c'est de la jolie cryptographie qui avait bien besoin de Taproot et tout ça pour fonctionner. Mais en gros, c'est une sorte d'amélioration des PTLC qui utilise le principe de ce Shamir Secret Sharing un peu bizarre, quoi. Ouais, et merci beaucoup pour cette précision. Je n'avais pas du tout entendu parler de Boomerang. Encore une fois, on voit le génie dans le naming des papiers. Mais du coup, moi, j'ai l'impression quand même que comme on rajoute un, bah, en gros, il faut que les préimages, elles remontent. Enfin, donc, on rajoute en gros de la communication à la fin du paiement pour le finaliser. Euh, Est-ce que finalement, on est sûr que, enfin, tu vois, faut voir un peu ce que ça nous apporte, enfin, parce que ça rajoute un peu de délai quand même, un peu de latence à la fin, forcément. Alors, ouais, du coup, ça veut dire que c'est ça que je sais pas encore, faudrait que je relise le papier. Je sais pas comment ça se passe une fois que toi, en tant qu'envoyeur, t'as vu qu'il a claim toutes les préimages. Je pense que par contre, tu dois attendre que tous les autres HTLC soient supprimés par les contreparties. Parce que normalement, ce qui va se passer, c'est que le receveur, il va claim les premiers HTLC. Après, il va avoir atteint la somme qu'il est censé recevoir. Et du coup, il va annuler tous les autres HTLC qu'il va recevoir. C'est-à-dire, il va recevoir un HTLC, il va dire, ah bah non, en fait, je sais que je pourrais pas claim celui-là. Et du coup, il prévient sa contrepartie que le HTLC qu'il vient de lui envoyer, il pourra pas le claim. Et donc, ils annulent le HTLC. Et après, la contrepartie va aller voir l'autre contrepartie juste avant dans le chemin pour lui dire, je pourrais pas claim ce HTLC, etc. Jusqu'à ce que ça revienne à l'envoyeur qui effectivement doit normalement constater que bon, bah, les HTLC qui ont été claim correspondent au chemin qui a été utilisé pour faire passer l'argent et il doit attendre que tous les autres chemins qu'il a utilisés pour tenter d'envoyer l'argent au cas où les chemins qui, in fine, ont été utilisés ne passaient pas. Il doit attendre, je pense, que tous ces HTLC soient rejetés par les contreparties et qu'ils mettent à jour le canal de paiement pour le supprimer. Euh, donc c'est faisable de faire ça rapidement. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que si tu fais beaucoup plus de paiements que nécessaire, en plus de mobiliser plus de capital, tu t'exposes au risque que y ait une des contreparties d'un chemin que tu n'as même pas utilisé qui se mette à ne plus répondre et qui du coup ne supprime pas les PTLC et que du coup tu te mettes à dire à l'envoyeur, bah en fait, vu que pour l'instant j'ai encore un PTLC qui n'a pas été supprimé, je peux pas considérer que tu es payé. Et donc il faudrait attendre qu'il y ait. Enfin, je pense qu'il y a un autre time lock qui est ajouté pour faire en sorte que tu puisses, au bout d'un moment, dire bon bah ce PTLC il a expiré, donc de toute façon il pourra pas être utilisé. Mais là, du coup, ça voudrait dire que tu attendrais très longtemps alors que l'argent a été effectivement envoyé. Tu te mettrais à attendre très longtemps que le PTLC il expire, quoi. Donc il y a des risques. Donc ça vaut quand même le coup d'optimiser pour éviter de faire de trop surpayer, de juste surpayer pour se donner plus de fiabilité, mais pas non plus pour utiliser toute la liquidité du réseau d'un coup pour juste essayer de faire passer un petit paiement.
Donc il y a quand même un sujet d'optimisation là-dedans. Donc les travaux de René Picard là-dessus seront évidemment les bienvenus, parce qu'il est quand même, je pense que sa spécialité, c'est vraiment d'optimiser l'utilisation du capital dans le réseau Lightning quand même. Donc voilà. Bon, je pense que ça reste quand même une bonne piste, que ça va potentiellement beaucoup améliorer la fiabilité des paiements. Et d'un autre côté, ok, il y a plus de communication nécessaire, mais je pense que c'est mieux d'avoir plus de communication que plus d'échecs à faire passer un paiement. Parce que si un paiement échoue, il faut refaire tout le bazar, recalculer une route, etc. Alors que là, oui, si on doit attendre que tout le monde dise bah non, ce HTLC-là, je vais pas pouvoir le claim, bon, je sais pas, c'est à voir. On verra comment ça se passe en pratique. Ok, Ok. super. Ah, vas-y, Phoenix, excuse-moi. Non, je voulais juste te remercier, Panta. Effectivement, j'ai rien de plus à ajouter. Bon, eh ben écoutez, parfait. Si quelqu'un a une question dans l'audience, surtout n'hésitez pas. Et sinon, on va gentiment clôturer. On a fait pile 1 heure comme prévu. Donc Fanny sera à l'heure. Bon, très bien. Écoutez, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, Panta, pour tes explications. Fanny également, Lounès, Guillaume et John. C'est un très plaisir d'avoir toute l'équipe au complet. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode. Space Cake, j'ai pas vu d'annonce. Il y a une annonce, Lounès? Un truc? Non, je la fais le lundi et ce sera questions et sujets libres mardi soir. Ok, parfait, on a ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de l'Entonnoir, même si je pense je suis plus sûr si on l'a fait ou on l'a fait plus. Mais on Ça va fait un moment qu'on relancer. s'en est pas occupé. Et ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait un substract en fait. Enfin, c'est con, notre système il est nul. Pourquoi on utilise Mailchimp pour faire ça? Ça n'a aucun sens. Donc il faut juste qu'on migre. Autre chose, si, importante. Est-ce que vous avez testé les spaces sur Noster et est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que plus tard on commence à peut-être bouger? Petite question, juste, si quelqu'un a testé. J'ai pas testé. J'ai vu que que ça commençait à arriver, mais je suis pas sûr que ce soit directement sur Noster. Mais ouais, Non, John? c'est pas, ouais, non, c'est un truc qui a été un peu rebuild et tout, mais en fait, peu importe si le truc il est open source et qu'il c'est, on va dire, interopérable et que voilà, ça peut avoir de l'intérêt. Par contre, migrer complètement, je suis pas sûr que ce soit une super idée. Ce qui serait, faudrait qu'on arrive à trouver un moyen pour limite faire un miroir sur l'autre space, je sais pas. Mais migrer complètement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, Ok, je pense aussi. Ouais, faudrait essayer de diffuser sur les deux en même temps, voir un peu ce qu'on pourrait faire. Je sais pas trop comment on pourrait faire, mais ça pourrait être marrant, mais on pourrait pas avoir facilement qu'on ait les mêmes personnes, etc. Et puis, enfin, ce serait animé d'abord sur Twitter et après, bon, on en reparlera, mais on va attendre que voilà, ça arrive doucement, pas pressé quoi. ouais, c'est le même problème que si on le fait sur Twitch en live. Au final, il y aura un décalage, ce sera Twitter la réalité. Ok. Copain, t'as pris la parole? C'est peut-être par rapport à Noster? Oui, tout à fait, ouais. Salut à tous. C'était pour dire, ouais, moi j'ai essayé samedi soir d'en faire un. Et franchement, bonne fluidité, bonne réactivité. Les gens pour la prise en main, c'était assez simple de les passer. Ouais, ça fait un peu comme sur les spaces de Twitter. Voilà, apparemment c'est basé sur un logiciel open source, même s'il y a une application payante pour avoir du monde, mais les limites ont l'air assez hautes, ça peut être auto-hébergé. Donc ça avait l'air quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ah bah si on fait un truc, ce sera forcément auto-hébergé. Hein. Ok, parfait. Bon, ok. Donc, on a des feedbacks. C'est pas pour tout de suite, mais on peut réfléchir. Parfait. Écoutez, sur ce, et pour que Fanny soit à l'heure, je vous Ah, laisse. il y Merci. a pas Ah, Meetup mercredi aussi? oh putain, ça fait déjà un mois. Si, il y a Meetup mercredi. Oh, mais ça va beaucoup trop vite, les semaines et les mois. Ça Ah, va putain, beaucoup mais trop vite. je cours derrière le temps. Bordel, il y a Cache ta Meetup. joie, cache ta C'est joie, quoi. c'est l'effet Ouais, février aussi, hein. si, t'as raison, il y a Meetup, il y a Meetup. Bah oui, du coup, pour tout le monde, moi je serai au Meetup de Paris.
si vous êtes là, surtout n'hésitez pas à rejoindre votre groupe. On va donc faire la communication pour mettre en avant tous les meet-up. Et en effet, il y a Meetup. Il y a Meetup. Ok, ça m'était sorti de la tête. Excusez-moi. Beaucoup de choses. De Il y rien. a, il y a beaucoup de choses. Très bien. Et ben tout le monde, je vous vois en présentiel si vous êtes sur Paris mercredi et partout en France, à Marseille, Lyon, Nantes, Rouen, Rennes, bref, toutes les villes vous connaissez. Les ambassadeurs seront là pour vous accueillir. Ah oui, autre truc, on va être avec Guillaume, on sera à Londres là pour Advancing Bitcoin. À la base, on voulait peut-être faire un truc, on voulait peut-être faire un space sur place pour l'entonnoir. Je sais pas trop ce qu'on va faire au final, faut qu'on s'arrange ensemble. Parce qu'il y a Ouais, Advancing jeudi et vendredi. Du coup, ok. peut-être faire un retour de ce qui s'est dit, de ce qu'on a vu, tout ça, jeudi soir ou vendredi soir. Ou même. Non, parce que je pourrais pas être à suite dimanche, je serai dans l'avion. Bah, on Ok, Voilà. bah l'enregistrera, on le écoute, mettra go. sur Ordinal, quoi. Pardon. Bah, nickel pour faire un petit récap de petits. J'avoue que j'y vais pas parce que sinon on peut pas faire toutes les conférences, hein, il faut choisir. Malheureusement. Euh, ouais. Parlant de ça, je pense qu'on aura Prague en pas sponsor, mais on va répondre positif à Prague. Donc on va vous proposer un petit deal pour ceux qui veulent aller à BTC Prague. Il y aura un code de réduction de 15% en théorie. On vous partage ça la semaine prochaine. LFG. Ok, allez, les amis, bisous à tout le monde. Au revoir, merci à tous nos intervenants et on se retrouve la semaine prochaine ou mercredi et mardi pour le Space Cake. Bisous. Bisous. Il est 19h pile, c'est beau. Allez, ouais. Salut tout le monde. Magnifique. Ciao. Merci à tous, bisous. Salut l'OM. Vive l'OM. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve